Bonjour, enchanté d'être ici. Moi, je suis un entrepreneur, comme vous. Comment vous expliquer ça? Je suis un peu devenu entrepreneur par accident. C'est-à-dire que j'ai quitté l'école quand j'avais 14 ans et j'ai pas fait grand-chose jusqu'à 22 ans, on va dire. Et je suis rentré dans le bâtiment où j'ai travaillé pour des entreprises qui se trouvaient en France. Et mon patron de l'époque disait j'ai beaucoup trop de boulot, je ne sais pas du tout comment gérer ça. Et je me suis dit, ben voilà, je vais monter une boîte dans le bâtiment. Quitte à gagner ma vie, autant la gagner pour moi-même. J'ai travaillé 3 mois dans ma vie pour quelqu'un, c'était 3 premiers mois de vie professionnelle. Et les 3 mois, j'ai monté une société qui était une boîte qui faisait plusieurs types de métiers, mais la partie la plus visible, c'était l'intervention avec des alpinistes. Cette société a plutôt bien marché. Comme j'avais aucune expérience en gestion ou quoi que ce soit, j'ai fait appel à des gens plutôt plus compétents que moi et on a développé cette société. Au bout d'un moment, pour des raisons multiples et variées, j'ai choisi de m'orienter dans un autre domaine et j'ai monté une boîte de design industriel. Une boîte de design industriel que j'ai développée pendant 10 ans, un peu moins. J'ai vendu en 2000 à CG. Après, j'ai fait la mobile music, j'ai monté une plateforme qui s'appelle MusiWeb, qui s'appelle MusiWeb, que mon guitare connaît un peu, et que j'ai vendu 6 ans plus tard à une société qui l'a revendue à Microsoft, et elle se trouve à Paris actuellement, toujours à Paris, c'est-à-dire que Microsoft, qui a pour coutume d'intégrer les sociétés en les emmenant aux États-Unis, à Seattle, là, a considéré que l'expertise était forte et a décidé de garder cette boîte, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait ça, a décidé de garder cette boîte en France. Et donc, il y a tout un étage, je crois, hein, aujourd'hui de Microsoft qui se trouve occupé par, ici, un peu chiant, occupé par MusiWeb. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc, et depuis que j'ai vendu cette société, j'ai passé 6 ans à faire du business angel. J'ai investi dans pas mal de sociétés et j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'entrepreneurs. Je suis toujours un peu posé la question de savoir si je me suis toujours rentré dans l'investissement ou si, au contraire, je retournais dans l'entrepreneuriat. Et là, depuis 2 mois, j'ai décidé, beaucoup plus, depuis 6 mois, j'ai décidé d'arrêter de faire Business Angel. J'étais président ou administrateur de pas mal de startups, j'ai démissionné de tout ça. Et je vais me concentrer à la rentrée sur une ou deux choses. A priori, je vais pas mal bosser dans une société qui s'appelle Catherine Dash. Je suis assez présent. Et puis, par ailleurs, j'ai des activités qui sont, on va dire, un peu institutionnelles. C'est-à-dire que l'une d'entre elles, c'est que je représente la France à Bruxelles pour les enjeux du numérique. Donc, j'ai un titre un peu abscon, Digital Champion. C'est ça qu'on les appelle. Il y en a un par pays. Et je vais discuter avec la Commission européenne de comment est-ce qu'on met en place des politiques convergentes à l'égard du numérique à l'échelle européenne. Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il y ait plus de digital inclusion, c'est-à-dire qu'il y ait une possibilité d'aller chercher des populations qui ont du mal qui sont précarisées et les intégrer dans la société numérique. Donc ça, c'est des choses qui sont assez passionnantes. Et je dois dire que je vais sans doute me concentrer sur ces activités principalement à partir de là. Alors, quand je suis sorti de MusiWeb, j'ai très bien vendu la société, voilà, et passé du statut d'ombre à la lumière de façon extrêmement soudaine. C'est-à-dire que globalement, j'étais un entrepreneur dans le domaine du numérique qui fonctionnait plutôt pas mal. Et puis quand les gens ont vu que la société se vendait très très fort, je suis devenu un génie du jour au lendemain. Et je vous assure que c'est un truc qui me choque encore. C'est-à-dire le fait que un mélange de coups de bol, finalement d'un moment où il y a un événement qui se passe particulièrement bien, fait que vous changez de statut social et que le regard que les gens portent sur vous change complètement. Donc je me suis dit, bon, alors plusieurs possibilités. Soit je suis effectivement un génie,
suis sans doute la plus vraisemblable. Mais au-delà de ça, je me suis dit, il y a les effets de déformation qui sont relativement importants et qui font que le regard que les gens portent sur vous est souvent biaisé et on n'arrive pas à discerner la réalité. Et je dirais même que ça pose des entrepreneurs potentiellement dans une posture de risque par rapport à ce genre de choses. Et on m'a beaucoup demandé de faire des conférences sur le super entrepreneur qui réussit, et le winner, etc. Ce que j'ai fait un certain temps. Et j'ai trouvé que c'était assez peu intéressant en fait. C'était pas très intéressant parce que ce que je constate, et je l'ai constaté d'autant plus par la suite, c'est que quand on parle de ses succès, ce qui se passe, c'est qu'on intimide les gens. On leur dit, voilà, j'ai vachement bien réussi, et donc je suis meilleur que vous, et vous n'allez pas forcément réussir. Et il y a un peu plus de 2 ans de ça, je ne sais plus si c'était toi qui as organisé ça, ouais, d'accord. Roxane m'a demandé de venir intervenir à Microsoft sur le thème de l'échec. Et donc j'ai fait une conférence sur l'échec, et j'ai été très surpris parce que je me suis appliqué à parler de mon parcours et d'une façon générale, à faire une forme de digression sur qu'est-ce que c'est que l'échec par rapport au succès, etc. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus instructif en termes de management de parler de l'échec que du succès. Parce qu'en fait, les moments où on apprend, c'est quand on se plante. Et le truc le plus, je dirais, emblématique pour expliquer ça, c'est que pour apprendre à marcher, il faut tomber entre 7 et 10 000 fois. Et c'est la succession d'échecs qui fait qu'on arrive à marcher. Et depuis, je me suis retrouvé à plusieurs reprises dans cette situation de devoir parler de l'échec. Et je me suis aperçu que ça provoquait un feedback énorme aux entrepreneurs. Quand je fais une conf comme ça, cette première conf, je reçois, je ne sais plus la première conf, je crois que j'ai reçu plusieurs centaines de mails à l'issue de ça, gens qui avaient trouvé mon mail, qui m'avaient linké sur LinkedIn ou sur Facebook, et qui voulaient, et qui, ça les avait libérés de parler de ce genre de choses. Quand je ne vais pas vous parler uniquement de l'échec, je vais vous parler d'une façon générale quelques thèmes qui me sont chers sur l'entrepreneuriat et un peu aussi l'échec. Mais je voulais faire ce préalable parce que je pense que je vais vous dire aussi autre chose qui est important pour bien illustrer ça et pour qu'on soit bien d'accord, c'est que jusqu'à peu, moi je n'avais pas connu d'échec dans l'entrepreneuriat au sens de dépôt de bilan. J'ai déposé une boîte en décembre de l'année dernière qui s'appelle MXP4, qui faisait de la musique interactive. Et j'ai tenu, même si c'est un peu douloureux, à faire le rétro-engineering de pourquoi est-ce qu'on s'était planté sur ce genre de choses. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que j'ai commis à peu près toutes les erreurs de débutant dans cette boîte-là. C'est-à-dire que je n'ai pas fait gaffe à qui je recrutais, on a cramé trop de blé, on n'a pas suivi précisément le développement du produit. Moi, je n'étais pas exécutif dans la boîte, mais même sans être forcément le CEO de la société, je constate que j'ai laissé ces dérives survenir sans réagir. Et je crois qu'en soi, ça montre bien que l'agilité d'esprit, c'est pas comme le vélo, c'est pas un truc qu'on apprend et qu'on garde de façon permanente, mais c'est quelque chose qu'on doit cultiver tout au long de sa vie pour pouvoir continuer à réussir. Alors, quelques notions qui me sont chères, qui définissent l'environnement dans lequel vous évoluez. Je pense que vous le savez mieux que les autres, mais je voudrais quand même le rappeler. Ça, c'est le mot le plus important pour votre environnement. La raison pour laquelle vous pouvez être dans un environnement de start-up, c'est que les paradigmes de l'économie ont changé. Ils ont changé de façon radicale. C'est-à-dire que vous accédez à la totalité du savoir en ligne, à peu près, quelque chose près. Et ça, c'est quelque chose qui change complètement tout. L'économie qui nous a précédés, ça a duré à peu près 100 ans. On a fait 1880, on a fini un siècle plus tard avec la crise pétrolière.
c'est une économie qu'on appelle de l'innovation incrémentale. C'est-à-dire qu'on invente le moteur à explosion, on l'invente en 1860, à peu près, et puis pendant 120 ans, il y a des gens qui perfectionnent le moteur à explosion. Et ces gens-là, c'est des insiders, c'est des ingénieurs qui travaillent chez General Motors, Peugeot, ah mince, je suis en train de vous dérouler mon slideshow, sans m'en rendre compte. Attends. Donc ça, c'est pas le bon sens. Donc, l'économie dans laquelle vous êtes, c'est une économie qui est différente parce que c'est une économie de la distribution où vous n'avez pas besoin d'être à l'intérieur des organisations pour amener de l'innovation. Et de l'extérieur, vous pouvez changer complètement les process, à la fois parce que vous avez un accès au savoir qui est illimité, et en même temps parce que vous avez des capacités de disruption, c'est-à-dire de rentrer dans la chaîne de valeur et de désintermédier les acteurs. Donc c'est ce que font toute la journée des Amazon, des gens qui distribuent des logiciels, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, qu'il faut quand même avoir à l'esprit, même si on est dedans, c'est que la base de ce que vous faites, c'est d'avoir une agilité qui vous permet de désintermédier de façon extrêmement violente des acteurs qui préexistent. C'est l'illustration absolue de la destruction créatrice de Schumpeter. Alors, vous l'avez vu, donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit adhérer à la mythologie néo-américaine qui sont que les startups sont des boîtes où on va jouer au billard, etc., et qui sont des boîtes relativement cool. Moi, je crois que les startups sont des boîtes très particulières parce qu'elles reposent, elles rebattent les postulats, le paradigme du management tel qu'il avait été organisé pour de l'innovation incrémentale. Donc, l'innovation incrémentale, c'est une innovation progressive. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse massifier des petites innovations au sein de la même entreprise. Des entreprises qui ont été créées en 1880, c'est des entreprises qui sont arrivées au top de leur maturité un siècle plus tard. Donc, c'est toutes les boîtes que vous connaissez. En fait, c'est la moitié du CAC 40, c'est la moitié des grosses boîtes américaines, donc General Electric, General Motors, tous ces trucs-là. C'est des boîtes qui ont un siècle et qui se sont organisées avec un management extrêmement hiérarchique, extrêmement pyramidal, et dans un des niveaux, une des strates de ces entreprises, il y a les gens qui créent les innovations de demain, donc qui sont des ingénieurs, qui font l'innovation incrémentale, et vous remplacez ces gens-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, mais finalement, vous êtes la nouvelle forme de l'innovation de ce pays. La particularité qu'on voit, et qui est importante, c'est que les boîtes, les startups, doivent mettre en place des logiques extrêmement schizophrènes, où on doit être capable à la fois de gérer du process, et en même temps d'introduire de la disruption. On doit être en même temps capable de voir à long terme et en même temps d'être dans une gestion extrêmement court terme. Et ça, ce sont des paradigmes qui sont nouveaux, parce qu'auparavant, la société était organisée pour que ces fonctions soient gérées en silo et que les gens qui s'occupaient de faire de l'innovation n'étaient pas les mêmes qui géraient les process. Et du fait que l'innovation disruptive repose sur des équipes plus petites, on doit être beaucoup plus polyvalent qu'on l'est dans les grandes entreprises. Si vous avez envie de poser des questions, parce que je vais un peu vite sur ces concepts-là, n'hésitez pas, c'est tout à fait passionnant, et je vais passer assez rapidement là-dessus. L'autre aspect, c'est que dans l'économie de la disruption, comme on amène des idées nouvelles, il y a beaucoup de comportements messianiques. Donc, des gens qui disent je vais remplacer le soleil par une ampoule électrique, des choses un peu particulières, mais qui sont nécessaires parce que le principe, c'est que comme il va y avoir, c'est assez darwinien, peu de gens qui vont émerger avec des idées de masse disruptives, il faut quand même qu'il y ait beaucoup d'idées farfelues qui soient émises au départ. Il y a beaucoup de gens, de fait, qui ont des comportements relativement autistiques. C'est-à-dire qui ont une perception extrêmement marquée de ce qu'ils peuvent faire et qui ont une tendance à avoir une vision un peu obsessionnelle de ce genre de choses. Ces gens-là, il faut les écouter, c'est des signaux faibles.
et c'est assez difficile de les détecter. Moi, je peux vous dire que ça fait 20 ans que je monte des doigts dans le domaine de la technologie. Eh bien, je me rends compte que la plupart des gens qui ont réussi, moi je connais Xavier Niel depuis 20 ans. J'ai connu Xavier quand il bricolait avec des fers à souder, des choses comme ça. Je n'aurais pas forcément parlé sur Xavier Niel. Et je pense qu'à ses débuts, Xavier avait un comportement relativement autistique. Et on n'aurait pas forcément, moi en tout cas, et je n'étais pas le seul d'ailleurs, je n'aurais pas forcément pensé que ça allait être quelqu'un qui allait fondamentalement cartonner. Et j'ai souvent trouvé d'autres entrepreneurs qui reproduisaient ce type de posture. De fait, il y a aussi beaucoup d'artistes. Et quand je dis beaucoup d'artistes, c'est des gens qui ont certainement une inclinaison à avoir un cerveau droit, c'est-à-dire toute la partie intuitive, non conceptuelle, extrêmement marquée. Donc on a une idée et on la post-structure après l'avoir émise. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très respectable. Mais ça veut dire que dans le management des entreprises, il faut être conscient, quand on a un CEO qui est très charismatique, qui a cette vision, qu'il faut pas parfois le suppléer par quelqu'un qui fait de la gestion et qui s'occupe de mettre la boîte à l'avant. En conséquence, je l'ai dit au préalable, on a un écrasement de la structure de fonctionnement de l'entreprise. Et ça, c'est le paradigme, quand vous allez croître, qui est le plus difficile à gérer. Moi, j'ai été confronté à ça dans plusieurs entreprises. Donc, tout d'un coup, on se met à accélérer rapidement. On a une organisation qui a été extrêmement horizontalisée pour faire en sorte que les idées se communiquent facilement et qu'on bénéficie au maximum. Par exemple, ce sont les commerciaux qui participent à la spécification du produit, qui vont dire tiens, j'ai rencontré un tel, il a trouvé ça, c'est super. Et on en parle le matin, le soir on met en production. Ça, ce sont des choses qui arrivent à l'instant. Et quand on commence à accélérer, on ne peut plus faire comme ça. On a changé ce genre de choses. Et donc, le grand paradoxe et je crois la caractéristique des sociétés qui arrivent à se développer, c'est de passer d'une organisation qui est extrêmement transversale et qui conserve cette logique dans une moindre mesure d'absorption des idées nouvelles à une organisation relativement paramilitaire où on arrive à mettre en place des process pour croître extrêmement vite. Moi, je vais vous donner juste l'exemple que j'ai vécu, donc c'est celui de MusiWeb. On est passé en un an de 50 personnes à 200 personnes. Donc, avec des problématiques extrêmement fortes qui sont il faut gérer le cash, il faut faire en sorte qu'on arrive à juste payer 200 personnes sur cet aspect-là. Ça veut dire qu'on est passé d'une culture du bon de commande à une culture de la gestion des acomptes et du cash management qui a été considérable. C'est-à-dire qu'au début, j'avais un CFO en freelance et à la fin, j'avais 4 personnes qui s'occupaient uniquement de persécuter les forces télécoms et qui faisaient des lettres de crédit avec des comptes comme ça, qui allaient voir négocier à la banque pour faire en sorte qu'on puisse gérer les cash. De même, on avait une structure de recrutement qui était disséminée auprès des pôles. Donc, il y avait le patron de la R&D, le patron du marketing, le patron des ventes et le patron de la production. Et c'était ces gens-là qui appelaient eux-mêmes les écoles, les chasseurs de tête, et qui recrutaient ça, qui recrutaient des gens. Et on a mis en place une équipe de RH de 4 personnes pour pouvoir traiter ça. Et on a créé tout un tas de petits outils très disruptifs, comme par exemple, on a dit, quiconque nous trouve quelqu'un qu'on recrute, effectivement, gagne 5 000 euros. Donc on dit ça, c'est soit dans la boîte, soit à l'extérieur, mais quelqu'un qui est la personne qui nous lead, qui nous source quelqu'un qu'on recrute, gagne 5 000 euros. Et de mémoire, l'année où on a fait ça, on a payé 100 000 euros de cette façon-là. Donc il y a 20 personnes qui ont été recrutées de cette façon-là par commission. Donc ça, c'était extrêmement compliqué. L'autre aspect qui a été compliqué, c'est de dire aux gens, vous allez arrêter de tout faire et vous allez vous concentrer sur des fonctions. Donc, moi, l'approche que j'ai privilégiée pour faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas complètement dans un silo et arrivent à, malgré tout,
continuer à avoir l'impression de participer à la société, c'est deux choses. C'est que j'ai mis en place des réunions d'information pour que les gens continuent à savoir ce qui se passe dans la boîte. Et toutes les semaines, on faisait un point par vidéoconférence de 5 minutes qui était enregistré, que les gens pouvaient revoir après, on leur donnait les informations essentielles sur la société. Et tous les mois, on faisait un point plus long de 1 heure où les gens qui étaient en France participaient à une grande réunion où on leur disait où est-ce qu'on en était, du développement de la société, etc., etc. Et puis la deuxième chose qu'on a faite, c'est que on a mis en place, je ne dis pas que c'est le truc optimal, un processus où il y avait beaucoup de réunions. On a demandé à toutes les entités de faire en sorte qu'il y ait des réunions hebdomadaires de cadrage, qu'elles invitent les gens du marketing, enfin, les gens des autres fonctions, pour qu'ils continuent à avoir un petit peu de transdisciplinarité au sein de l'entreprise. On a beaucoup processé l'entreprise, on a sans doute processé plus qu'il nous faudrait, mais ce faisant, on a réussi à gérer la croissance extrêmement rapide, parce que, juste pour vous donner une idée, le chiffre d'affaires de la société, ça a été, je m'en souviens encore, la première année on a fait 40 millions de chiffre d'affaires, la deuxième année on a fait 120 000, la troisième année on a fait 940 000, la quatrième on a fait 1,6 million, la cinquième on a fait 6,7 millions, la sixième on a fait 15 millions et la septième on a fait 32 millions. Donc ça a été comme ça, quoi. Une grosse accélération. Et c'est là où on a vendu d'abord à OpenOS puis à Microsoft. D'un point de vue client, je peux en parler, mais j'étais en face. C'est quelque chose qu'on a finalement ressenti. C'est une époque où on bossait beaucoup avec vous, mais avec plein d'autres startups, des villages, etc., qui avaient tous une accélération très forte. Et vous êtes ceux chez qui on a le moins ressenti en fait. Cette surchauffe qu'on peut connaître dans des boîtes qui accélèrent très vite, vous êtes ceux sur lesquels on a moins ressenti. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez été une des premières startups à atteindre un tel niveau dans une boîte en SFR ou Vodafone à un niveau international de confiance et d'intégration dans la strate de ces entreprises. Ouais, tout à fait. Alors, juste quand même, parce que je ne vais pas vous faire le pitch de la boîte qui marche super bien, après vous avoir dit, je vais parler des échecs. Cette société qui a bien fonctionné, deux choses que tu ignores d'ailleurs, c'est que moi je me suis quand même retrouvé au tribunal de commerce en me disant bon, qu'est-ce qui se passe si je dépose quoi. Donc j'étais au tribunal de commerce en 2002 et j'arrivais plus à financer la société. Et ça m'est arrivé dans toutes mes boîtes, pour ainsi dire. Je me retrouve devant un juge du tribunal de commerce en me disant écoutez, j'ai des investisseurs qui disent qu'ils vont peut-être mettre de l'argent mais qui n'en mettent pas. J'ai un cash burn qui est très nettement supérieur à mes revenus. Et donc, selon toute vraisemblance, en 2 ou 3 mois, je vais déposer le bilan. Et qu'est-ce que je fais quoi. Et donc, il m'a dit écoutez, je vais prendre note du fait que vous êtes passé, comme ça, on ne vous enverra pas tout de suite en prison si vous déposez le bilan. Mais en tout cas, ce que je ne cesse de dire, c'est que l'échec, la réussite apparente est jalonnée d'incidents qui sont, quand vous êtes entrepreneur et que vous utilisez ça au jour le jour, sont des échecs massifs, quoi. Deux autres choses qui sont quand même importantes, c'est que dans la croissance de la société, j'ai recruté un garçon, tu l'as connu, Colin Robert, on avait mis CTO, un garçon, je dirais le nom, qui est un bon gars d'ailleurs, mais qui s'est révélé être totalement sous-dimensionné quand le truc on s'est mis à accélérer. C'est-à-dire, le gars, il avait une équipe de 5 personnes, soit une équipe de 40 personnes du jour au lendemain. C'était un autiste, c'est-à-dire un bon développeur, mais incapable de gérer les gens. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec un gars qui ne sait pas manager, quoi. Et on a recruté un autre CTO, on l'a mis dans une autre fonction dans la société. Et le CTO qui est arrivé m'a dit, avec le taux de croissance qu'on a, dans 2 semaines, le truc va craquer. Il va craquer, il va s'éteindre. La plateforme, nous on délivrait, je ne sais plus, 2 ou 3 événements, donc c'était des sonneries de téléphone ou des coups de track. Je ne sais plus si c'était par seconde, enfin c'était très dense. C'était vraiment des très gros volumes. Et la plateforme a craqué. C'est-à-dire qu'elle a craqué, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée à peu près dans les délais qu'il avait dit. D'ailleurs, ça croissait tellement vite que ça
ça absorbait plus le truc. Et on a perdu la confiance de Vodafone. Vodafone, c'était un client pour nous dans 7 ou 8 pays. Il a dit, vous vous barrez, vous êtes des nazes, on n'est plus entendre parler de vous, quoi. Et on a dû rétropédaler comme des malades, les services les uns derrière les autres, à monter des bricolages et tout ça. Et en même temps, à redévelopper une autre plateforme qui était, on était parti sur de l'open source, ce qui fonctionne, hein, mais là on est reparti sur du Microsoft en l'occurrence, et on a redéveloppé une plateforme from scratch qui a mis 4 mois, ce qui était une prouesse, parce que normalement c'était plutôt 2 ans à faire, à la redévelopper, avant qu'elle soit up and running, et à la connecter sur tous nos clients progressivement. Mais je pense qu'objectivement, on a perdu 2 ou 3 pays Vodafone dans cette affaire, et à mon avis, sur l'ensemble du cycle de la société, on a dû perdre 10 ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires à cause de cette histoire. Parce qu'on avait des pays massifs, comme l'Allemagne, où les mecs nous faisaient confiance. Donc voilà, malgré tout, il y a ce type d'accident qui arrive dans nos startups. Alors, moi, ce que je retiens aussi de cette expérience, ça c'est un truc vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est un truc important pour moi et que je ne fais pas parce que c'est pas moi le patron de mes boîtes. Il y a un truc, si j'avais un conseil à vous donner, si j'avais un seul conseil à vous donner, c'est de devenir des paranoïaques sur le recrutement. Et ça, c'est un truc qui me sidère toujours, c'est de dire que vous allez passer des années avec des gens et vous allez toper la main après 2 entretiens de 1 heure. Quoi. Et ça, c'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Et moi, quand moi, je suis pas l'air, j'ai l'air sympa comme ça, mais je suis un grand contrôle fric. Et là, je ne suis plus depuis, parce que je n'ai plus de situation où je suis dans une posture de management, mais quand j'étais dans MusiWeb, je passais entre 1 tiers et 40% de mon temps à recruter. Imaginez que vous passiez 40% de votre temps à recruter. Aucun de vous ne fait ça. Je ne connais pas de gens qui font ça. Et moi, j'avais mon board, mes investisseurs, j'avais 4 investisseurs à bord, qui me disaient, mais ça suffit quoi, tu vas arrêter de voir des gens, tu vas aller voir des clients, tu vas passer du temps sur d'autres trucs, t'arrêtes de faire ça. Et en particulier, j'ai failli me faire virer, parce que j'étais plus majoritaire de ma boîte, parce que j'ai dû 1 an recruter mon CMO, mon directeur marketing. Et donc un jour, je me souviens très bien du board, on dit écoute, c'est pas compliqué, soit tu trouves le CMO pour le prochain board, soit nous, on prend nos dispositions et on trouve quelqu'un qui est capable de mettre un CMO à la tête de cette boîte. Et je ne sais plus comment ça s'est fini, mais ça s'est bien fini. En tout cas, j'ai recruté un CMO qui est le mec le plus brillant que j'ai jamais recruté, qui est un type extraordinaire, qui s'appelle Adnan Sargent, que certains d'entre vous connaissent, je connais, qui est aujourd'hui CEO d'une belle start-up au Royaume-Uni, qui est aussi le mec qui a planté MCK d'ailleurs. Mais c'est quand même un type brillant. Et je me souviens très bien que j'ai mis à genoux 2 chasseurs de tête dans cette histoire, parce que j'ai vu 43 personnes. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir qu'un chasseur de tête, il vous fait un filtre. Donc lui, il vous présente 1/10 des CV qu'il reçoit. Et donc ça veut dire qu'il a dû recevoir 400 CV. Et le mec, je l'avais au téléphone, il me dit écoute, je ne peux plus bosser avec toi, c'est pas possible. Déjà, écoute, moi je suis désolé, j'ai pas trouvé de mec bien, tu m'envoies encore des profils. Et voilà. Et le type que j'ai pris, il est arrivé 2 ans en retard à l'entretien. C'est pas très bon pour un entretien d'embauche. Parce qu'il sortait d'un comex, il était à l'époque chez un truc qui s'appelait Liberty Surf, qui est devenu Discali, qui est devenu quoi? Et il est arrivé dans mon entretien et il a fait un truc qu'aucun des autres n'a fait. Il m'a dit tiens, j'ai essayé ton service sur un téléphone mobile, j'ai été d'ailleurs prendre, comme tes services sur mobile, je voulais avoir le dernier téléphone mobile, donc j'ai été changer. Et là, il y a des fautes d'orthographe, là c'est pas bon, tout ça. Et c'était tellement pragmatique, tellement évident, tellement basique, que j'avais des mecs qui débarquaient avec des slideshows en expliquant la strap, le machin et tout ça, qu'au bout de 4 minutes, alors j'avais déjà fait 43 entretiens, voire plus, parce qu'il y en avait que j'avais vu plusieurs fois, je savais que c'était lui, c'était évident que c'était lui. Donc voilà, donc ça c'est vraiment
à la limite, je pourrais m'arrêter là. Et donc, pourquoi j'ai mis Small and Beautiful? Parce que la réalité, c'est que c'est l'équipe de management qui fait qu'une boîte marche ou pas. Et moi, je vais vous dire, moi, j'ai une qualité qui a un défaut, qui est avant tout un défaut, c'est que je ne comprends pas la complexité. Quand un truc est compliqué, je ne le comprends pas. Je ne suis pas capable de le comprendre. J'étais mauvais à l'école, des trucs sont compliqués. Mais pour le coup, je suis obligé de m'entourer de gens qui sont capables de me faire la synthèse et de m'expliquer les trucs compliqués, qu'il s'agisse du marketing, de process, de production, de vente, des choses comme ça. Et donc je prends toujours, enfin du moins je m'attache à prendre des gens qui sont toujours meilleurs que moi et qui disent assez souvent pourquoi c'est lui le CEO. Enfin, qui disaient assez souvent pourquoi c'est lui le CEO. Donc je vous assure, dans toutes mes boîtes, ça m'est arrivé. Les mecs disent, mais attends, ce mec-là ne comprend pas, dès que c'est compliqué, il ne comprend pas, et c'est pourtant lui le patron de la boîte. Et je me suis souvent fait challenger par mes équipes. Et donc je vous dis ça parce que je pense que si vous vous dites que vous ayez l'impression d'être plus intelligent que les gens pour avoir l'impression d'être en situation de management, vous êtes mal barré. Donc c'est vraiment... Alors maintenant je le dis avec une certaine aisance parce que j'ai réussi, entre guillemets, et que voilà, on se pose plus la question de savoir si je sais faire ce genre de choses. Mais je suis très très mal à l'aise dans les boîtes, et malheureusement j'ai des boîtes actuellement qui sont comme ça, où on passe tout de suite à un niveau de gens qui sont dans l'exécution et qui ne sont pas avec un grand spectre d'autonomie sur leur fonction. Ça, je viens de le dire, le slide d'après. Ça, je l'ai dit aussi. Voilà. Ça, je ne l'ai pas dit. Ça, c'est important aussi. C'est je crois qu'un biais qu'on a quand même un peu tous, c'est à reproduire des équipes de management qui nous ressemblent. Donc, à prendre des gens avec qui on a une affinité, en fait. Moi, je suis très clairement un cerveau droit. Si je regarde avec qui je refais le monde le week-end, c'est avec des cerveaux droits, mes très proches copains, qui sont manifestement des cerveaux droits. Et j'aime bien avoir un directeur des ventes qui est un passionné de foot et qui aime bien, qui n'est pas du tout comme moi, en fait. Voilà. Je pense que c'est très difficile à faire, en fait, de se dire que avoir un CFO qui n'est pas marrant, un directeur des ventes qui est passionné de foot, un directeur de la prod qui a une culture un peu allemande, sans faire d'ethnicisme. C'est des choses qui sont nécessaires, qui sont indispensables et nécessaires. Et je regrette de ne plus le faire d'ailleurs, parce que je ne le fais plus depuis que je ne suis plus en situation de management. Mais je pense que ça pousse à se challenger soi-même. Je crois que moi, je me suis quand même fait beaucoup plaisir de me retrouver dans un COMEX, dans un comité ou un cercle de management un peu restreint, à me dire ces mecs-là pensent vraiment pas comme moi et leur point de vue est extrêmement valeureux, de grande valeur. Donc voilà, c'est difficile à faire et une des façons de le résoudre, et moi, ça c'est un petit truc que je vous donne, c'est quand vous recrutez quelqu'un, vous faites les entretiens et les gens sur lesquels vous n'arrivez pas à avoir un avis, mettez-les face à d'autres gens. Alors vous les envoyez, vous dites à un copain, dis-moi ce que tu en penses sur ce truc-là. Et vous savez, quand moi je recrute quelqu'un, si je le mets à un niveau proche de moi, pour vous donner une idée, je fais en moyenne 7 entretiens. Donc c'est quand même beaucoup, quoi. Et je constate que y a peu de gens qui font ça, y compris dans les grandes entreprises, et que les boîtes qui font ça, c'est des Google. Voilà, c'est des boîtes comme, je sais pas, j'imagine Microsoft fait ça aussi. C'est des boîtes qui cultivent l'excellence, qui sont très attachées à ça. Et je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas à notre niveau. Et pour que vous puissiez voir la personnalité des gens apparaître, changez le format du meeting à chaque fois. Vous faites un truc dans un café, vous faites un truc dans une salle style d'interrogatoire de la CIA,
Vous faites un truc en groupe, vous faites un truc au resto, vous faites un truc type exercice PowerPoint, vous faites des formats différents, très très différents à chaque fois. C'est pas la peine de refaire le meeting qui est le meeting précédent, puisque ça va se repasser pareil. Donc c'est dans le changement de format du meeting que vous allez pouvoir voir les aspérités, les particularités de votre candidat. Ouais. Et un autre truc qui passe dans cette chose d'ailleurs, c'est ne créez pas le poste pour les gens. Vous définissez le poste avant et vous trouvez quelqu'un qui tombe dans le poste. Et vous dites pas, bon en fait il est nul en marketing, mais je vais créer un poste sur mesure pour que je puisse le rentrer dans la boîte parce que ce mec est quand même super. Ça c'est un plantage immédiat. C'est sûr que ça ne va pas immédiat, 1 an plus tard. Les choses sont mal faites hein, parce qu'on a 6 mois de préavis en général quand on recrute quelqu'un et on se rend compte que ça foire au bout d'1 an. Donc c'est comme ça. Ça, il y a pas mal de gens qui disent souvent recruter si vous créez une qualité, prenez-le. Si vous êtes persuadé que c'est quelqu'un de bon, et après vous arriverez à faire quelque chose de bien. Moi, je crois pas ça. Mais si on tombe face à quelqu'un qui est de qualité, ça veut dire qu'on peut le prendre et prendre aussi quelqu'un pour le poste déterminé. Non, parce que en fait, je comprends ce que tu dis. C'est les gens de qualité. Et je ne cesse pas de le dire dans des conférences sur d'autres thématiques et tout ça, sont potentiellement multidisciplinaires. Et effectivement, quelqu'un qui a un potentiel de management important pourra passer de la finance au marketing, potentiellement. Mais j'ai parlé tout à l'heure du fait que les startups étaient schizophrènes. C'est-à-dire que j'ai quand même une problématique opérationnelle à traiter maintenant. Et si je ne sais pas la traiter maintenant, la problématique de faire évoluer ce gars dans une autre position de management, je ne l'aurai jamais. Donc l'objectif, c'est de résoudre le paradigme ultime qui est que le type qui débarque et il va faire une problématique qui est la problématique demandée. Et demain, on verra. Et c'est pour ça qu'il faut... C'est encore plus exigeant. C'est-à-dire que quand Microsoft recrute, ils veulent un marketing évangéliste. Bon, ils vont recruter un marketing évangéliste et ils vont le trouver. Et ils ont un pipe comme ça pour le faire. Et ils ne se posent pas forcément la question de savoir s'il va évoluer demain. Ce n'est pas une nécessité. Dans une startup, c'est une nécessité d'avoir quelqu'un qui va faire le truc et qui pourra évoluer demain. Donc vous devez être encore plus balèze que Microsoft quand vous recrutez. Ça me fait chier de dire ça parce que je me dis que maintenant j'ai une compétition avec pour les meilleurs qui va être encore plus forte. Est-ce que tu as des questions ou des exercices ou je ne sais pas, des choses que tu emploies quand tu fais des entretiens? Ben, je le fais en fonction du cas de figure demandé. Qu'est-ce que je recrute? Si je recrute un sales, je vais l'emmener dans un entretien. Et je vais lui dire, je vais le débriefer sur l'entretien après, je vais lui dire comment qu'est-ce que tu penses que j'ai mal fait. Je ne peux pas lui demander de faire le lead parce que le gars il est juste dans le truc. Je vais dire juste, voilà, je suis accompagné de quelqu'un. Et il va regarder comment ça se passe. Et puis je vais lui dire, tu me refais l'histoire et tu me dis ce qui s'est passé. Et puis je vais lui demander comment il structure un pipe. Je vais lui demander potentiellement de parler des outils qu'il utilise. De rentrer vraiment dans le détail. Même si moi je ne suis pas un expert dans ces trucs-là, je vais essayer de voir qu'est-ce qui est astucieux dans ce qu'il amène sur ce truc-là. Si je recrute un CFO, je le mets directement sur un Excel sheet et je regarde comment il se débrouille sur le truc. Moi je suis nul là-dedans, c'est un exercice qui me fait chier, mais je sais faire quand même. Et je vais regarder s'il se fait plaisir là-dessus, s'il sait faire des macros, si je sens qu'il a une vibration autour de ces trucs-là. S'il dit oui mais ça je vais le faire vite fait et puis on va parler des trucs importants qui sont la stratégie, des trucs comme ça. Auquel cas le mec ça a l'air, je le vois quoi. Donc question. Moi j'ai une question concernant la disruption dont on parlait au début. En fait j'ai du mal à voir en quoi en fait parler de rupture en fait. Pour moi, l'évolution de la technologie, il n'y a pas de rupture technologique réellement dans la plupart des avancées technologiques qui arrivent. Il y a une rupture business, parce qu'en fait, pour moi, une rupture business, c'est une conjonction d'incréments technologiques. L'exemple le plus parlant, c'est le web, par exemple. Le web, ce qu'a apporté Tim Berners-Lee quand il a créé les technologies web, c'est jamais qu'une conjonction de différents trucs qui étaient matures à ce moment-là et qu'il a mis ensemble pour créer quelque chose. Et donc,
vous dites que le savoir est sur Internet, c'est vrai, mais c'est pas pour ça que c'est facile de trouver des petits incréments à Ouais, droite à c'est pas de la gauche. fusion froide from scratch, quoi. C'est ça, ça vient pas ex nihilo, quoi. Mais on est d'accord. Une rupture. En fait, quand je parle de rupture, la rupture vient du fait que c'est disruptive innovation, c'est la description du truc, c'est pas de dire je vais inventer la fusion froide, potentiellement, mais c'est surtout de dire qu'il va y avoir des outsiders qui vont venir disrupter complètement des business traditionnels. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Elon Musk. C'est un gars qui fait fortune avec PayPal et qui dit tiens, je vais me lancer dans les lanceurs spatiaux. C'est vraiment la rocket science, quoi, on peut le dire, et qui va désintermédier la NASA, quoi. Il va dire écoute, je te fais un lanceur pour juste 1/7 du prix pour lequel tu le fais, et moi je gagne beaucoup plus d'argent que toi en faisant ça. Et pourquoi? Parce qu'il a amené des trucs qui étaient disponibles sur le web. Il a dit un thermo, je ne sais plus quoi. Le grand truc d'une fusée, c'est un petit appareil qui fait à peu près la moitié d'un mètre cube et qui fait passer un gaz à moins 240 degrés à plus 500 degrés. Le moment où il devient inflammable et tout ça. Et ce truc-là est extrêmement compliqué à réaliser. Ça fait 60 ans qu'on en fait. Et lui, il a repéré qu'il y avait des chercheurs sur le web qui en parlaient, qui disaient on peut le faire comme ça, comme ça, comme ça. Et il l'a refait lui-même. Donc il a fait que copier des trucs, il ne les a pas reproduits from scratch, mais il a accédé à du savoir disponible sur le web, la compétence qui était accessible de partout, il a réussi et il a complètement discuté le truc. Et c'est ce que vous faites tous les jours. Personne ne développe des nouveaux systèmes de base de données, j'en connais, dans mon sac à dos, mais vous utilisez des technologies qui sont des disposables, accessibles depuis le web. Donc on est d'accord là-dessus, mais j'irais même plus loin prenons, on va rester sur l'exemple du web. Tim Berners-Lee, à un moment donné, quand il a créé les techno web, il a justement fait des petits incréments de différentes choses à droite à gauche, l'hypertexte, le DNS qui permettait justement d'avoir des noms qui ne soient pas des numéros, un tas de choses comme ça. Mais c'est quelque chose d'un peu pragmatique et modeste. C'est-à-dire en fait, il a pris des petites choses qu'il a mises ensemble et ça a créé effectivement une rupture technologique derrière. Et en l'occurrence, mais par contre après, quand il a voulu être plus ambitieux et un peu moins modeste, il a sorti quelque chose qui s'appelle Web Sémantique, où ça fait 15 ans qu'on en parle, puis ça reste un truc fumeux en fait. Et donc, est-ce que justement, il ne faut pas forcément chercher le truc génial où on va essayer justement de vouloir la rupture, et que finalement la rupture arrive presque par accident quand on met en place de petites choses. Je suis d'accord avec ça. C'est là où c'est disruptif, ce qu'il a fait, c'est qu'il était dans un centre de recherche nucléaire et il a inventé un système d'information. Donc c'est pas de l'incrémental. Il n'a pas inventé le truc qui allait faire qu'on allait améliorer la recherche nucléaire. En l'occurrence un peu, mais il a modifié un truc. Mais c'était pas disruptif à cette époque-là. C'est disruptif à partir du moment où on atteint un point de singularité et où la masse de connaissances et de nœuds d'échange est telle qu'on change de paradigme et on accélère la vitesse de l'innovation. Si vous voulez parler de ça, moi je fais une conférence sur le sujet parce que je suis passionné de ce sujet, c'est vraiment un truc qui m'intéresse le plus actuellement. On va le faire arrêter et puis parler plus que de ça. Mais je dirais juste une chose, c'est que vous connaissez Solow, Robert Solow. Robert Solow, il a dit en 1985, quand il a reçu le prix Nobel, il a dit je veux des ordinateurs partout sauf dans la statistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de gain de productivité qui sont amenés par le numérique. Donc l'innovation numérique, c'est de la merde. Enfin, c'est pas intéressant. C'est pas mesurable, donc c'est pas intéressant. Et ça a été vrai pendant 10 ans. Et depuis 1995, on mesure les gains de productivité qui sont amenés par le numérique et qui sont assez fortes. Et ce qui répond à la loi de monsieur qui s'appelle Robert Metcalfe, un autre Robert, qui est le monsieur qui a inventé l'Ethernet, le câble Ethernet. Et Robert Metcalfe, il dit l'efficacité d'un système est proportionnelle au carré du nombre de nœuds. Donc les nœuds, c'est quoi? C'est des points de connexion avec le savoir. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait une courbe exponentielle. Et là, on a atteint un point de singularité et l'accélération devient illimitée. La conséquence de ça, qui n'est plus l'objet d'une polémique dans le milieu économique, en tout cas dans un certain nombre de cercles économiques nord-américains, c'est le fait qu'on insiste à des gains de productivité absolument massifs
et jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que les 3 dernières années, les économies les plus développées de la planète ont vu des gains de productivité de l'ordre de 2%. C'est jamais arrivé nulle part. Jamais arrivé nulle part. Même quand on a inventé l'imprimerie, on n'a pas vu des gains de productivité comme ça. Et la conséquence de ça, c'est que, notamment dans les pays en développement, comme par exemple l'Afrique, on ne comprend pas pourquoi elle se met à accélérer. Elle se met à accélérer très fort, elle fait 6% de croissance. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Afrique. La raison pour laquelle elles en sont là, c'est parce que les réseaux télécoms, quand vous avez 20% de pénétration, vous arrivez à un premier point de singularité et vous rajoutez un point de PIB sur le pays. Vous rajoutez encore 20%, vous rajoutez un point de PIB. Après, vous rajoutez encore 20%, vous rajoutez un demi-point de PIB. Donc, vous avez 2,5 points permanents de croissance de PIB qui sont juste dus à ce qu'on appelle les gains d'opportunité qui sont facilités par le numérique. Le fait que quand vous avez une récolte, vous êtes un fermier, vous avez un tas de maïs qui est là, si vous n'avez pas de zone de stockage, ça part à la poubelle. Si vous êtes capable d'appeler un camion pour qu'il l'emmène parce que vous avez un mobile, la récolte, elle est sauvée. Et ça, ça tu peux parler pendant 2 heures, ça me passionne, et c'est pas l'objet de la conférence. Alors, les startups sont nulles à une chose, c'est à manager efficacement le personnel. Donc c'est, grosso modo, une startup elle est dans l'urgence, elle traite comme elle peut, et quelque chose que moi j'ai beaucoup vu, c'est les meilleurs qui partent, parce qu'ils sont fatigués de la boîte, qu'on leur a dit de s'occuper d'aller acheter du café 50 fois de suite alors qu'ils étaient sur une charrette et faire des trucs. Donc il y a une façon de résoudre ça qui est extrêmement simple, c'est de parler, de communiquer régulièrement aux dirigeants, chose qu'on ne fait pas. Donc moi j'invite mes startups à faire des stand-up meetings une fois par semaine. On met toute la boîte debout, comme ça tout le monde est pressé, les gens ne vont pas rester 2 heures dessus. Et on résume de façon concise, sans en faire trop, qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes rencontrés, avec l'objectif c'est d'être extrêmement factuel et pas hyperbolique, ne pas rajouter des trucs comme génial, extraordinaire ou super nul, à chier, etc. Donc ça c'est un premier élément. Et les éléments de crise, les crises se gèrent en face à face, pas par mail et pas en groupe. Moi c'est quelque chose que je fais, petit tuyau que je pense assez efficace, mais si vous avez une crise, c'est pas la peine de vous insulter en mettant toute la boîte en copie dans le mail. Ce sera la merde, il ne se passera absolument rien et ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est prendre les gens, les mettre face à face et s'assurer qu'ils désamorcent le truc, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas que ça soit dit. Ça ne sert à rien de le dire, mais l'adhésion c'est important et je pense que